Bismillahirrahmanirrahim, on va commencer le chapitre 4 sur le comportement viscoélastique. Donc, je vais vous montrer les slides. On va travailler avec slides. Donc, on a un plan de cours qu'on va suivre point par point. Une introduction tout d'abord. Donc, lorsque les sollicités, certains matériaux sont sous-sollicités, ont une réponse instantanée. Donc, c'est le cas des céramiques et des matériaux métalliques dans le domaine élastique. Donc, on parle toujours de matériaux élastiques. Mais si le comportement de nombre, par exemple, le comportement de nombreux matériaux subissant des petites déformations sont raisonnablement bien décrits par une relation linéaire élastique entre les contraintes des formations. Donc, je dis et je redis, lorsqu'on a des déformations, des petites déformations, donc on est toujours dans le cas de comportement linéaire, c'est-à-dire élastique linéaire, où on peut appliquer la formule ou bien l'équation de Hooke. Où E, c'est le module de Young, et J. Donc on peut écrire sigma égale à E epsilon et l'inverse E est en fonction de sigma. Donc avec une relation J, c'est-à-dire c'est une déformation qui est égale à 1 U sur E. Donc J c'est la complaisance. Donc ce qu'on appelle l'inverse du module d'élasticité, on l'appelle la complaisance élastique et T c'est le temps normalement. Donc cependant pour un matériau élastique, la déformation et la contrainte sont indépendantes du temps. Donc toujours. Lorsqu'on est dans le comportement élastique, c'est-à-dire on n'est pas subordonné, on ne subordonne pas du temps. Donc on est indépendant du temps. Mais on va voir, c'est-à-dire quand est-ce que le temps intervient. Par contre, le comportement liquide visqueux linéaire obéit à la loi d'équation constitutive sigma t égale à eta. On a vu ça dans les formules de Maxwell, donc dans Maxwell et Kelvin Voigt. On a vu qu'il y a une relation entre contrainte et vitesse de déformation avec ce qu'on appelle eta. Eta, c'est-à-dire c'est la viscosité. Viscosité, en général, c'est le cisaillement. Donc, dans le domaine de géotechnique, il est habituellement défini en cisaillement, mais ici, on l'a défini en traction. Et pour les fluides, la contrainte est linéaire avec le taux de déformation. Donc, c'est-à-dire en général, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a une viscosité dans le matériau, par exemple le sol, s'il y a de l'eau. Donc, c'est l'eau, il joue le rôle d'un amortisseur. Ou bien, c'est la viscosité ou bien l'amortissement. Donc, il amortit l'énergie dissipée. Donc, on aura un comportement, ce qu'on appelle un comportement visqueux. Donc, c'est-à-dire la contrainte appliquée, elle est proportionnelle à la vitesse de déformation avec un coefficient d'amortissement ou bien ce qu'on appelle la viscosité. Donc, on peut schématiser ce comportement ou bien par état égal à epsilon, un amortisseur, ou bien ce qu'on appelle le newtonien, c'est-à-dire une relation newtonienne, visqueux newtonienne. Donc, sigma est égal à n, état plutôt, fois la déformation, ou bien la vitesse de déformation à la puissance 1 sur n. Donc certains matériaux comme les polymères ou bien les tissus organiques ont des réponses différées. C'est quoi des réponses différées? Donc c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels au temps. Donc on peut parler de comportement viscoélastique. Donc vous remarquez qu'il n'y a jamais un comportement purement visqueux ou bien purement élastique. Donc il y a une combinaison entre les deux comportements. Donc en réalité, les équations constitutives pour la plupart des matériaux solides diffèrent du comportement élastique linéaire, c'est normal. Donc, lorsque le matériau a un comportement à la fois élastique et visqueux, on parle alors de viscoélasticité. Lorsqu'une structure élastique est déformée, donc la déformation de charge et décharge est instantanée et réversible. Donc lorsqu'elle est élastique, donc il y a instantanée, c'est-à-dire elle ne subordonne pas du temps. Donc elle est instantanée et réversible, donc il y a une réversibilité. Donc lorsqu'on cesse de charger, il y a des charges, donc elle va revenir à son état initial et elle va perdre sa déformation. Donc lorsque la charge est retirée, on retrouve l'état initial instantanément. Et sont des formations permanentes. Donc les structures viscoélastiques ne permettent pas une telle réponse. Donc lorsque la structure elle est élastique ou bien le matériau est élastique. Donc on a lorsqu'on décharge et décharge, donc elle est instantanée. Ce chargement et déchargement est instantané et réversible. Mais pour les structures viscoélastiques, c'est-à-dire on ne trouve pas c'est-à-dire ce genre de comportement. Donc on va parler maintenant de viscoélasticité.
c'est-à-dire un petit rappel sur le comportement mécanique d'un matériau élastique. On peut voir ici, il y a un chargement, il y a une traction d'un matériau. Donc les inputs, c'est-à-dire input, c'est l'entrée. Donc il y a, c'est la charge ou bien la contrainte appliquée avec un temps. C'est-à-dire elle n'évolue pas avec le temps, donc elle est constante. Donc on aura une déformation aussi constante. Donc, ne subordonnons pas du temps. Donc, on aura quoi? Par exemple, si on a, c'est-à-dire sigma avec le temps. Donc, on remarque ici qu'elle est constante avec le temps. Même la sortie, même la déformation devient constante. Donc, on aura epsilon. On a vu ça, on a dit que sigma égale à E epsilon. Donc, epsilon est égal à 1 sur E. Et ce qui est J. J, c'est la complaisance. Donc, on aura epsilon, elle est fonction de sigma. Donc, ou bien c'est-à-dire on applique sigma et on voit l'évolution de la déformation, donc on va remarquer l'observation, c'est l'output, ou bien l'inverse. Donc ça, c'est deux types d'essais. Donc il y a la relaxation et le fluage. On va voir ça. Donc, ou bien on applique une contrainte et on va voir le comportement ou bien la déformation, donc l'évolution de la déformation avec le temps, ou bien l'inverse, ou bien c'est-à-dire on applique une déformation, donc on déforme notre matériau et on va voir le comportement de la charge. Mais si on est dans le domaine élastique, vous remarquez qu'il n'y a c'est-à-dire aucune évolution avec le temps. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas une relation avec le temps. C'est-à-dire ça, c'est un essai qui vous, c'est-à-dire montre le comportement qui n'est pas subordonné du temps. Mais si on a un comportement viscoélastique linéaire, c'est-à-dire la réponse est dépendante du temps, donc on remarque que sigma, elle est fonction du temps. La contrainte devient constante fonction du temps et même la déformation elle est fonction du temps. Ou bien on écrit epsilon prime égale à 1 sur eta sigma t, ou bien sigma t égale à eta epsilon prime t. Donc si on a l'entrée sigma, elle est fonction du temps. Donc la sortie, c'est quoi? C'est epsilon, mais vous remarquez qu'elle évolue avec le temps. Donc elle est en relation avec le temps. Donc elle est subordonnée du temps. Par exemple, si on a le contraire, si on applique une déformation, qu'est-ce qu'on aura? On aura une sortie, mais avec, c'est-à-dire on a la contrainte, donc elle n'est pas, c'est-à-dire liée au temps. Ce qui est lié au temps, c'est bien la déformation. Donc, on va voir maintenant c'est quoi la relaxation et le fluage. C'est ce qu'on veut, c'est-à-dire vient de dire, mais avec plus de détails. Donc, on a fait ces deux essais, mais je vais vous c'est-à-dire les expliquer plus. Donc, deux tests standards pour observer le comportement viscoélastique. Vous remarquez, dans la viscosité ou bien le comportement viscoélastique, on passe par, c'est-à-dire il y a des tests qui sont très connus. Donc, on commence par les tests de relaxation des contraintes et le test de fluage. Donc, c'est quoi relaxation et fluage? Lorsqu'on applique une déformation, que l'on mesure l'évolution de la contrainte, vous remarquez, on commence par l'application du déformation. Donc, on déforme notre matériau et on va voir, c'est-à-dire c'est quoi ça va donner, c'est-à-dire l'effet, son effet sur la contrainte. Donc, ce type de test, on appelle relaxation. Relaxation. Donc, le cas contrainte, contraire plutôt, c'est-à-dire ce qui est connu toujours, c'est l'application du contrainte. Donc, et on mesure l'évolution de la déformation, donc on parle de fluage. Vous allez me dire, mais cet essai, on le connaît tous. Mais cette fois-ci, donc, c'est-à-dire la déformation, elle est subordonnée au temps. Donc, on va la déformer, c'est-à-dire en évoluant, c'est-à-dire la déformation avec le temps. Il est important de remarquer ici que les notions de chargement et de temps interviennent dans la définition d'un comportement viscoélastique. Vous remarquez bien, donc il y a un chargement, il y a le temps. Donc le chargement, la contrainte et le temps. Donc on s'intéresse donc aux histoires de chargement et de réponse. Puisqu'il y a le temps qui intervient, donc c'est une histoire. Donc c'est-à-dire à l'état t égale à 0, à l'état t égale à 1, t égale à 2, jusqu'à c'est-à-dire à l'instant t, c'est-à-dire actuelle. Donc, au lieu que de s'intéresser à une valeur ponctuelle, donc instantanée, fixée dans le temps de la réponse et du chargement. Donc, c'est-à-dire c'est le point de différence entre le comportement élastique et le comportement visqueux. Donc, c'est-à-dire c'est l'intervention du temps. Donc, l'expérience de retard ou de fluage est toujours réalisable, quel que soit le matériau. Donc, on peut la réaliser
quel que soit le type de matériau qu'on a, par exemple même sur le sol. En revanche, l'expérience de relaxation n'est réalisable que s'il est possible d'appliquer au matériau un échelon de déformation instantané. Vous remarquez, donc la relaxation, c'est-à-dire l'application de la déformation, c'est-à-dire si la réponse instantanée du matériau dans l'expérience de retard est non nulle. La réponse, c'est quoi? C'est-à-dire c'est la contrainte. Lorsqu'on applique une déformation dans l'essai de relaxation, c'est l'application d'une déformation, mais la déformation, il faut qu'elle soit instantanée. Et on va voir l'évolution de la contrainte. C'est-à-dire la réponse instantanée du matériau dans l'expérience de retard est non nulle. Donc il faut avoir, c'est-à-dire une évolution de contrainte dans le temps. Dans l'essai de relaxation, on impose instantanément une déformation d'amplitude ε0, donc c'est-à-dire au début à l'instant t égale à 0, ou bien t0, qu'on maintient constante par la suite. Donc il faut la maintenir constante. Donc il faut toujours, ce qu'on applique, mais au début, il faut qu'il soit, c'est-à-dire les inputs, c'est-à-dire ils sont pas, ils subordonnent pas du temps, mais les outputs, c'est-à-dire c'est eux, c'est-à-dire la sortie, qui doit, c'est-à-dire évoluer avec le temps. Donc on observe la réponse en termes de contrainte sigma en fonction du temps, qui varie de façon monotone décroissante en fonction du temps. Donc c'est-à-dire elle décroît avec le temps, elle diminue. Parce que là, c'est-à-dire on déforme la première, c'est-à-dire il y a une déformation. Cette déformation, elle est due à une contrainte. Mais si la contrainte diminue, donc on va voir, donc, malgré que la déformation elle est constante, mais il y a une décroissance, ou bien c'est-à-dire elle décroît, ou bien une diminution de la contrainte. Donc ça, c'est l'application d'un déplacement uniaxial de remarque. Donc il y a une déformation. La déformation epsilon égale epsilon 0 ht. Donc on va voir c'est quoi le h. Donc epsilon 0, donc vous remarquez, on va appliquer une déformation instantanée à l'instant t égale à 0 qu'on doit, c'est-à-dire maintenir constante. Donc le h, c'est ça, c'est-à-dire c'est la relation, c'est-à-dire c'est comme si on dit c'est une fonction du temps qu'elle est constante avec le temps. Donc à l'instant t égale à 0, on a la déformation epsilon 0, mais parce que toujours en viscoélasticité, on sait que la déformation, elle est, c'est-à-dire elle subordonne, ou bien elle est reliée au temps. Donc il y a une fonction ht. Donc vous remarquez ici, la déformation appliquée, elle est constante après un temps t égale à 0. Donc on remarque qu'il y a une diminution de la contrainte. Donc par exemple, le module de relaxation, c'est quoi? On va voir, c'est relaxation ER, puisque c'est-à-dire on parle de relaxation, on l'appelle ER. Le module au lieu de l'appeler du Young, c'est de relaxation. Le module de relaxation égale à sigma t sur epsilon 0, parce qu'on le sait toujours, on va appliquer, c'est-à-dire directement la loi de Hooke. Ok, c'est la loi de Hooke. Mais ici, comment on l'a eu? C'est-à-dire on a ER pour 0, c'est-à-dire positif, on a ER. ER, c'est-à-dire à l'instant, à l'infini, il est toujours égal à ER, c'est-à-dire élastique. Donc, comme si on a un comportement élastique ici, parce que vous remarquez, on applique la loi de Hooke. Donc, comme si on a des petites, puisqu'on a des formations, une petite décroissance, donc comme si on a une équation linéaire. Donc, c'est pour cette raison qu'on va appliquer, c'est-à-dire le module de Young, c'est-à-dire devient le module de relaxation, égal, c'est-à-dire à l'infini, même, c'est-à-dire on applique toujours la déformation, c'est-à-dire à l'infini, même si on n'est pas à l'instant t égal à 0, donc on a toujours le epsilon, le E à l'infini égal à ER élastique, comme si on a c'est une relaxation, mais son comportement est élastique. Donc ER est une propriété du matériau. Elle ne dépend pas du niveau de contrainte ou bien de déformation, donc elle est, c'est-à-dire indépendante des deux propriétés, ou bien de la contrainte et des déformations. C'est-à-dire c'est une propriété intrinsèque du matériau. Chaque matériau a son module de relaxation ER. Donc vous remarquez, par exemple, si on a le epsilon 1,
on a le comportement, la sortie, c'est sigma 1. Si on applique la déformation epsilon 2, on aura le sigma 2. Donc les deux tests, epsilon 1 et 2, donnent le même ER. Vous remarquez, parce que ER reste toujours une propriété, c'est-à-dire propre, c'est-à-dire chaque matériau. Donc vous remarquez qu'il y a toujours cette pente ici, comme si on a un comportement linéaire. Donc le ER est toujours égal sigma 1 sur epsilon 1 qui est égal à sigma 2 sur epsilon 2 sur sigma, il est égal à sigma 1 sur epsilon n, quel que soit, c'est-à-dire le type de déformation ou bien le module ou bien la quantité ou bien l'amplitude de déformation appliquée sur notre matériau. Donc l'expérience de fluage, on passe maintenant au fluage, c'est l'application de la contrainte. Donc l'expérience de fluage, appelée encore expérience de retard, on va voir, c'est-à-dire pourquoi on l'a appelé expérience de retard. Sous sollicitation uniaxiale permet de mettre en évidence et d'identifier le comportement différé des matériaux viscoélastiques. Comportement, c'est-à-dire comment ça va réagir à la déformation, elle doit être, c'est-à-dire liée au temps. C'est ça le comportement différé. Lorsqu'on parle de différé, c'est-à-dire l'évolution avec le temps. Donc pour réaliser cette expérience, on impose un corps de forme convenable, par exemple une éprouvette de traction, éprouvette de compression, etc. Une sollicitation uniaxiale en contrainte. Donc on va appliquer une contrainte réputée homogène. Donc elle doit être homogène dans toutes les directions, elle doit être fixe. Donc dans le cas de l'expérience de fluage en traction simple d'une éprouvette de polymère par exemple, en restant dans le cadre des petites déformations, et en maintenant la température constante, parce qu'il y a un comportement dynamique. Si la température c'est-à-dire elle n'est pas constante, donc il y a l'effet de la température sur le comportement du matériau. Donc c'est ce qu'on appelle les thermodynamiques. Parce que, c'est-à-dire, on n'a pas fait ça. Je ne l'ai pas introduit dans c'est-à-dire dans votre cours, parce que, c'est-à-dire en général, on doit maintenir la température constante, ok, pour faire nos essais. Donc l'éprouvette n'était initialement pas chargée, donc à l'instant T. Elle est en équilibre et son matériau constitutif, son matériau est alors dans son état naturel, donc l'état de contrainte nul, en tout point. Donc il n'y a pas de charge. À l'instant T0, on impose instantanément un échelon de contrainte d'amplitude sigma 0. Donc on va commencer par sigma 0, la contrainte initiale. Cette contrainte est ensuite maintenue constante. Je vous ai dit, lorsqu'on applique la contrainte, ça maintient constante. Donc même pour la relaxation, lorsqu'on applique la déformation, on la maintient constante. Et on va voir l'évolution du comportement, c'est-à-dire de la sortie avec le temps. Donc on observe la réponse uniaxiale correspondante, c'est-à-dire l'évolution dans le temps ou l'histoire de la déformation longitudinale epsilon supposée homogène dans l'éprouvette, comptée à partir de l'état naturel pris comme référence géométrique. Je m'excuse pour le son, je vais arrêter le cours maintenant. Il y a un peu de bruit, je ne sais pas pourquoi.